je suis très content d'être ici ce soir. Très content parce que Guillaume est avec moi. Cette aventure, on l'a commencé il y a 3 ans quasiment. oui, 3 ans. Et c'est vrai qu'arriver à ce niveau-là d'aboutissement, euh, j'y croyais pas. Voilà. Je sais pas comment le prendre. Félicitations Guillaume. Merci. Félicitations. Tout le mérite te revient. Bah, non, mais... On échange bien souvent et quand on peut, mais pas assez souvent, je pense. Mais c'est vrai que tout le mérite lui revient. Donc que vous soyez aussi nombreux ce soir pour venir assister à ce que va nous présenter Guillaume, je suis très très content. Donc je suis ravi de vous accueillir ce soir ici dans ces nouveaux locaux que certains découvrent. Si vous voulez, après on fera la visite globale de l'immeuble pour ceux que ça intéresse. Je ferai le guide, ça me dérange pas. Je l'ai fait bien souvent. Et donc, je vous laisse apprécier la qualité de cette présentation et les qualités de Quadroid ce soir avec Guillaume. Merci Guillaume. Merci David. Ça fait beaucoup de pression quand même pour commencer, mais bon, on va essayer d'y arriver. Moi, si vous n'avez pas compris, c'est Guillaume. Je suis du coup le fondateur du studio Blue Loop, qui est un studio de création de jeux vidéo, et le créateur du jeu vidéo Quadroids. Pour qu'on sache tous de quoi on parle, je vous propose de commencer par le trailer du jeu, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Do you have a knack for mind-twisting strategy puzzle platformers? Do you think you can control Quadroid's minions simultaneously across 4 screens? Well, you're in luck. Use your psychomotor skills to master over 100 hazard-filled levels. Strategically sacrifice your Quadroids to progress and complete your objectives. Clear each level with a perfect score. Climb to the top of the leaderboard and compete for a chance to become Employee of the Month. Ain't no walk in the park, but we're sure you have the skills to make it. Quadroids operators may face severe damage to their neocortex. Roboctopus will not tolerate any sick leave, and underperformers will face the unforgiving wrath of our glorious overlord. Donc voilà, c'est ça. Donc en gros, Quadroid, c'est un puzzle platformer. Donc c'est un jeu qui va demander à la fois de la réflexion pour le joueur et du skill. Ça mélange vraiment les deux. Et le principe de base du jeu, c'est qu'on va diriger plusieurs persos en même temps sur 4 écrans à la fois. Donc ça demande un petit peu d'asynchronisme et en gros c'est comme si on jouait de la batterie, quoi. Avant de parler de la création du jeu, je vais revenir vite fait sur mon parcours parce que clairement j'en serais pas arrivé là si j'avais pas fait tout ce que j'avais fait avant. Tout est un peu lié. Donc moi j'ai un diplôme d'ingénieur informatique assez classique. J'ai commencé directement en sortant d'école dans le jeu vidéo, donc j'ai commencé par 4 ans en Kama en tant que développeur client sur Dofus Arena. C'était une toute petite équipe. Moi, ça m'a permis à ce moment-là, je savais pas du tout comment était fait un jeu vidéo, donc ça m'a permis vraiment de comprendre comment c'était fait, ce que ça impliquait en termes de corps de métier, etc. Au bout de 4 ans, on m'a proposé d'évoluer sur un nouveau poste de game designer. Donc là, j'ai rejoint une autre équipe qui était un peu plus grosse sur Wakfu, qui est un plus gros projet aussi. Le game design, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est la définition des règles d'un jeu. Donc c'est vraiment c'est le game designer qui va définir comment on va déplacer le personnage dans un jeu, comment il va sauter, comment il va interagir avec son environnement. Toutes ces règles-là, c'est lui qui le définit. Et ensuite, c'est lui qui est garant du maintien de ces règles-là pendant toute la production du jeu. Donc j'ai découvert ce métier sur le tas, sur Wakfu. Et puis au bout de 8 ans, en fait, j'en avais un peu marre. Donc j'avais envie de changer, j'avais envie de travailler sur mes propres projets. Et donc avec un collègue, on a décidé de partir dans Kama, on a fait une rupture conventionnelle, parce que comme ça, l'avantage en France, c'est que grâce à ça, on a 2 ans de chômage devant nous, quand on a cumulé assez de droits, et donc on a essayé de lancer notre premier studio en fait. Ça s'appelait Foundation, et on a bossé en gros 1 an et demi sur ce studio-là, à créer un prototype d'un jeu. Au bout d'1 an et demi, on avait quelque chose où on était assez content du résultat pour le démontrer. On a été à la Paris Games Week pour en parler, pour le montrer au public et à des pros. Paris Games Week, si vous connaissez pas, c'est un gros salon de jeux vidéo en France. Et donc on arrive là-bas, on présente le jeu,
on présente à des pros et en fait nous le but c'était de chercher du financement pour continuer la prod parce que c'était un projet où on avait estimé 3 ans de prod derrière. Et puis au final en fait au bout d'1 an et demi à faire ça, on cherche et on trouve pas de financement. Donc on se retrouve sans argent et en fin de droit de chômage. Donc pas la situation idéale pour continuer. Surtout on se retrouve épuisé parce qu'on a bossé 1 an et demi comme des cons. Pour un résultat où finalement on n'a plus l'énergie d'aller démarcher, d'aller chercher les partenaires pour continuer à travailler. Du coup, moi à ce moment-là, en fait, je suis cramé et il y a Pôle Emploi qui me propose des formations de reconversion professionnelle dans de l'informatique de gestion. Et c'est à ce moment-là que j'arrive à Ellozy, en fait. Donc je fais ma formation, je me fais recruter par Ellozy et puis en gros pendant 4 ans, je travaille chez Ellozy, ça se passe super bien. Sur différents postes, aussi bien en régie qu'en centre de service pour différents clients, et c'est vraiment hyper formateur parce que vous le savez de toute façon la plupart, c'est que ça permet de croiser différents corps de métier, d'avoir d'autres problématiques, d'intégrer d'autres équipes et donc d'autres personnalités, et donc tout ça humainement c'est très riche. Et donc on arrive en 2021, donc début 2021, et là c'est vraiment le démarrage de l'histoire du studio Blue Loop. Donc début 2021, je suis en régie chez un client. Et puis tous les matins, j'ai ma petite routine, je prends mon bus pour aller au travail, j'enchaîne sur ma journée de boulot, et puis le soir, je rentre, je fais ma vie. Et puis ça se passe très bien. J'ai ma petite routine comme ça qui dure un certain temps. Sauf que, en fait, un jour, je fais une grosse dépression. Et donc là, le médecin me laisse pas tellement le choix. En fait, il m'arrête tout de suite. La chance entre guillemets que j'ai, c'est que c'est pas ma première dépression, donc en fait je sais déjà ce que je dois faire pour aller mieux, donc très vite je me fais aider par un psy. Et puis l'autre chance que j'ai eue, c'est d'avoir été bien entouré à ce moment-là, en fait, personnellement par mes proches évidemment, mais aussi professionnellement, c'est-à-dire que David et Bertrand à ce moment-là me comprennent la situation et me laissent vraiment le temps nécessaire pour soigner ça. Et pareil au niveau du client, enfin tout vraiment sur tous ces aspects-là, j'ai eu pas mal de chance. Et en fait, au fur et à mesure de la thérapie, je me rends compte que j'ai besoin de réintégrer de la créativité dans mon quotidien en fait. Et c'est vraiment l'idée qui me pousse à avancer, c'est de remettre de la créativité. Et pour moi, en fait, la créativité, ça passe par le jeu vidéo. Donc, à ce moment-là, je me dis, je reviens de mon arrêt maladie, plein d'espoir, et puis je vais voir David et Bertrand, et puis je dis bon voilà, pour moi il faut que je quitte Ellozy, et puis je vais me relancer dans le jeu vidéo tout seul. J'ai envie de travailler en solo et de me lancer là-dedans. C'est comme ça. De toute façon, je leur laisse pas trop le choix à ce moment-là, parce que pour moi c'est comme ça que je vais me sortir de la dépression. Et donc on en discute, et puis on en rediscute une deuxième fois, et puis en fait, il me propose de m'aider à créer mon studio en fait. Donc au lieu de partir tout seul, il me propose de m'accompagner, de m'aider sur tous les aspects que en fait je ne gère pas, c'est-à-dire l'administratif, le juridique, la création des statuts, la comptabilité d'une boîte, enfin tout ça j'y connais rien et j'avoue que j'ai pas tellement envie de m'en occuper. Donc il se propose de m'aider là-dessus, et en plus il se propose de me laisser la direction créative totale, donc d'être complètement libre sur mes choix pour les jeux, etc. Donc je pouvais pas trop dire non quoi. Euh, donc en fait on crée Blue Loop à ce moment-là. Donc là on est fin décembre, fin septembre je crois 2021. La boîte est créée quelques mois après, mais là, je quitte Ellozy fin septembre. Et donc là, j'ai plein d'énergie, j'ai retrouvé énormément d'énergie, je suis trop content de repartir dans le jeu vidéo. En plus, tout seul, je sais que je vais être super libre, et faut que, normalement, il y a des points d'interrogation ici. Donc, en gros, il faut que je trouve une idée de jeu. Parce que, à un moment, c'est bien de vouloir faire du jeu vidéo, mais il faut savoir quel jeu vidéo on veut faire. Et à ce moment-là, moi, j'ai vraiment envie de partir du gameplay, en fait. C'est vraiment ça qui m'intéresse sur ce moment-là pour lancer ce premier jeu. Et j'avais une idée en tête qui traînait depuis un petit moment, mais que j'arrivais pas à concrétiser. C'était d'utiliser des cadavres, en fait.
c'est un peu glauque, mais ça s'arrange. Enfin, ça s'arrange pas, mais c'est pas grave. Euh, donc en fait, moi l'idée derrière, c'était que le joueur en fait utilise. Donc c'est ça en fait, c'est que il puisse mourir, que ça crée un cadavre et que derrière il puisse sauter sur son propre cadavre pour accéder à des nouveaux endroits dans le niveau en fait. Ça c'était l'idée de base. Sauf que cette idée, elle est. Alors moi ça me fait rire, mais pour des mauvaises raisons, mais en fait, elle est lente à mettre en place d'un point de vue jeu. C'est-à-dire que le joueur est obligé d'avancer, de mourir, ensuite de revenir à son point de départ, de réavancer jusqu'au point où il est mort pour pouvoir utiliser la mécanique de cadavre. Donc, en fait, je vois directement que ça marche pas sur le papier. Et donc, je cherche quand même comment l'utiliser parce qu'elle me fait quand même rire cette idée. Et en fait, à un moment, je me dis, bah, si j'ai envie de vraiment utiliser la mécanique des cadavres, j'ai qu'à mettre plus de cadavres. Ça me paraît assez simple en fait comme solution. Donc après, il faut trouver comment mettre plus de cadavres dans un jeu. Et en fait, je me dis, bah, j'ai qu'à montrer plusieurs endroits où il y aura des personnages qui vont mourir. Donc j'en viens très rapidement à l'idée de montrer, au lieu de montrer un seul écran dans le jeu, bah, je vais montrer 4 écrans. Comme ça, je vais pouvoir montrer 4 fois plus de cadavres. C'est quand même chouette. Et donc, bah, en fait, tout découle de ces deux idées-là. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai ces idées-là, je me dis, bah, maintenant, j'ai plus qu'à envoyer plus de persos. Au lieu d'en envoyer un, je vais en envoyer plusieurs. Comme ça, il y aura encore plus de morts. Et puis, et après, en fait, le game design s'est déroulé de façon très logique. C'est-à-dire que à partir du moment où on a 4 écrans, on peut pas, et plusieurs persos, on peut pas dire aux joueurs, tu vas diriger chaque perso un par un. Ça va être trop fastidieux. Donc, je me dis, bah, je vais faire comme dans les Mings, je vais les faire avancer tout seuls. Donc, ils avancent tout seuls. Après, je me dis, bah, comment je vais les faire sauter? Parce que je veux quand même faire un jeu de plateforme. Bah, c'est pareil. En fait, on peut pas sélectionner chaque perso séparément. Ça demande trop de temps. Pour le joueur, c'est hyper chiant. Bah, en fait, je vais mettre un bouton par écran et en fait, le bouton associé à l'écran va faire sauter tous les persos qui sont présents sur cet écran. Et voilà, en fait, tout s'est déroulé hyper naturellement et ce qui fait que j'avais un peu confiance dans l'idée parce que ça venait naturellement. Donc j'en suis là, j'ai mon game design qui est, enfin, une base de game design et je me dis bon bah maintenant faut quand même tester un peu ça parce que demander à des gens de regarder à plusieurs endroits en même temps et de gérer plusieurs choses à la fois, ça paraît pas si évident comme ça dans la vie réelle. Donc c'est le moment où je me dis il faut que je prototype. De toute façon moi je suis incapable de dire sur une idée papier est-ce que ça marche ou pas. Il y a tellement de sensations à avoir, un ressenti vraiment à avoir en jeu que il faut que je prototype. Donc bah je m'y mets et puis là du coup je commence vraiment à mettre les mains dans ce que je voulais pour Blue Loop, c'est-à-dire bosser tout seul mais sur tous les aspects du jeu vidéo. Donc j'avais déjà une base de game design. Derrière, bah, je me mets à coder. Donc j'utilise Unity pour coder. J'en parle vite fait après. Je commence par coder, puis rapidement je me dis bah c'est quand même chiant un jeu avec juste des carrés bleus qui bougent. Donc je vais me mettre au graphe. Du coup, je commence à faire du graphe. Alors à ce moment-là, j'ai jamais fait de graphe de ma vie. Donc, bah c'est pas grave. Je vais chercher des tutos sur Internet et puis je veux faire du pixel art. Je vais chercher. Il y a plein de tutos de pixel art, c'est génial. Donc j'ai juste à passer du temps et à suivre les tutos. Je travaille pas mal pour faire ça et puis je commence à avoir des petits résultats qui sont sympas, qui me font marrer. Donc l'avantage en plus d'être tout seul, c'est que quand on fait un truc, on l'intègre directement. On n'a pas demandé à des gens. Franchement, c'est le rêve. Et puis après, bah il y a la partie sonore. Donc parce que l'habillage sonore d'un jeu, ça ramène de l'ambiance. Moi, sur un jeu comme ça, en fait, un jeu où on peut pas regarder à tous les endroits en même temps, avoir un feedback sonore, ça permet aussi au joueur d'avoir une information qu'il n'est pas obligé de regarder. Donc c'est assez important et bah c'est pareil. Je suis un peu musicien amateur à côté, mais je bidouille des trucs, mais bon voilà, je bidouille quoi pour faire un proto. Donc j'avance comme ça. Donc ça c'est ma fenêtre Unity pour le travail. Donc en gros pour ceux qui ont jamais ouvert Unity, je pense qu'il y en a pas mal du coup. En fait on a vraiment une scène au milieu où on arrange nos éléments d'un niveau. Là c'est un niveau particulier. On met tous les éléments qu'on veut. Derrière c'est que des objets qui sont gérés par le moteur. On n'a rien à faire sur la gestion des objets.
Et après, on peut rajouter des composants. Donc, c'est sur la droite, là, on voit des composants. En fait, c'est vraiment un composant, c'est un script. Et puis, en fait, on peut faire ce qu'on veut avec. Alors, on peut faire plein de bordel dedans, c'est génial. J'avais quand même un peu d'expérience en dev. Du coup, j'ai essayé de faire des trucs plus ou moins propres. Même si je bossais tout seul, je me suis dit que c'était pas si con. Donc bref, voilà, ça c'est Unity. Après, bah, sur le graphe, là, j'ai mis quelques exemples du jeu. Donc c'était assez chouette parce qu'en fait, j'ai pu m'amuser sur plein de trucs différents. Il y avait de l'animation, donc j'ai découvert plein de techniques d'animation. Il y avait du décor, il y avait un peu plus des illus. Là en bas, c'est des éléments qu'on peut débloquer au fur et à mesure du jeu. Et en fait, j'ai adoré vraiment cette partie-là et découvrir ça. Alors clairement, c'est pas au niveau de plein d'autres productions, mais je trouve que pour un gars qui ne savait pas en faire avant, c'était pas si dégueu. Et après le son, bon, c'était un peu plus chaotique. Hein. Le son, clairement, j'ai bidouillé des choses. J'ai fait 2-3 boucles de son qui duraient 20-30 secondes, mais alors j'ai adoré le faire, mais clairement je savais d'avance là en faisant ça que j'aurais pas les compétences pour avoir la qualité pour un jeu, donc je savais que j'allais devoir un moment chercher des freelances pour la partie sonore. Même si ce mec-là a l'air de très bien se débrouiller, mais et donc j'ai un début de proto qui commence à tourner, et donc c'est le moment de tester un peu ce concept un peu bizarre. Au début, je le teste vraiment tout seul, juste pour me rendre compte de est-ce que déjà il y a un potentiel ou pas, est-ce que je me suis pas complètement planté. Je m'amuse assez vite avec le truc, donc je me dis bah je vais faire tester à 2-3 amis vraiment proches à ce moment-là, juste pour avoir des retours plus subjectifs que les miens, et des amis aussi où je sais qu'ils vont me donner un retour objectif et pas juste me dire oui oui c'est bien, continue. Et pareil, en fait, les retours sont plutôt encourageants à ce moment-là. Les gens prennent en main assez facilement le jeu, donc enfin, ça marche plutôt bien. Et puis, au bout moi, je sais pas, peut-être, donc je continue à bosser sur le proto. Au bout d'un ou 2 mois, je me dis, bah, c'est le moment d'aller faire d'autres playtests, mais avec des gens encore plus extérieurs. Donc là, bah, je recrute une équipe d'Élosiens d'anciens d'anciens de mon équipe chez le client, et puis je leur demande s'ils sont prêts à se faire torturer un petit peu, et donc on fait un playtest. Alors je sais plus, on est 8 ou 10 je crois, et je les regarde jouer, je prends leurs retours, et c'est pareil, des retours plutôt encourageants. Alors quelques trucs à régler, hein, forcément tout est pas nickel. Il y a pas mal de choses qui ont évolué suite à tous les playtests, mais en tout cas, ça me donne la conviction que je suis plutôt dans la bonne direction, et que il faut continuer, quoi. Et donc, en fait, maintenant, je me dis, c'est le moment d'aller démarcher un éditeur. Donc là, en gros, ça fait à peu près 2 mois et demi que je bosse sur ce jeu-là. Contrairement à ma première tentative de studio, je me dis, bah, je vais pas faire la même erreur 2 fois. Donc je vais essayer d'aller démarcher tout de suite. En fait, le plus vite possible, dès que j'ai une version à peu près potable d'un jeu, je vais démarcher tout de suite parce que je sais que ça va être long, je sais que ça va être compliqué. Donc plus vite je peux commencer à démarcher et moins je crame d'énergie là-dedans. Et donc là, je commence à démarcher. Alors déjà, à quoi ça sert un éditeur? C'est peut-être pas évident. Déjà, ça sert à avoir des sous. Et c'est bien, les sous, on aime bien quand même pour continuer à travailler. Non, mais concrètement, j'aurais pu sortir le jeu tout seul, j'aurais pu aller au bout de la prod tout seul. J'avais 2 ans de chômage devant moi, donc en fait, je pouvais. Sauf que ça voudrait dire qu'au bout de 2 ans, bah, j'ai produit le jeu, il est sorti, et puis j'ai plus d'argent. Et s'il marche pas, bah, j'ai plus d'argent. Donc, bah, on arrête après, quoi. Donc, l'éditeur, déjà, c'est ça, c'est du financement pour la production. Après, sortir un jeu, c'est bien. Si on fait un jeu et que personne n'est au courant qu'on a fait un jeu, ben en fait personne l'achète. Et donc bah, c'est pareil, ça marche pas. Et un éditeur, ça va fournir ce genre de service aussi, du marketing, de la com, de la relation presse, parce que lui, il va fournir du budget pour ça, et en plus, il va avoir des contacts, il va avoir une méthode pour le faire, il va avoir un savoir-faire là-dedans. Donc ça, c'était les 2 principaux axes qui me faisaient rechercher un éditeur. Après, il y a plein d'autres services qui peuvent fournir. Ça peut être de l'aide pour porter le jeu sur les consoles, parce que moi déjà faire le jeu tout seul, c'était un peu de boulot. Si en plus je devais faire les portages, en soi sur un jeu comme ça, c'est pas hyper compliqué, mais c'est long et fastidieux et j'avais pas envie de faire ça.
Donc bah, en fait, je commence à démarcher. Alors au début, j'envoie des mails. J'ai listé les éditeurs qui avaient une ligne éditoriale qui correspondait à peu près à ce que je faisais. Je commence à envoyer des mails. Donc les mails, bah, c'est souvent pas de réponse. Et puis après, on relance. Et puis on n'a pas de réponse. Et puis après, on relance. Et puis on a une réponse négative. Donc en parallèle, bah, je me dis, je vais faire des salons. Comme ça, bah, si c'est négatif, ils me le diront tout de suite. Donc là, je pars sur un premier salon. Donc, je fais la GDC à San Francisco. Donc c'est un gros salon pro euh, qui est vraiment. Enfin, il y a plein de conférences, c'est hyper enrichissant, c'est vraiment génial à faire. Par contre, moi, pour aller démarcher, je suis déjà pas très bon pour vendre un produit en français. Alors le vendre en anglais, une catastrophe. Mais en fait, c'est pas grave, ça me fait une première expérience. Donc bah, je sens que je plais pas au mec à qui je parle, qu'il s'en fout un peu de ce que je fais, mais en fait, ça me fait quand même grandir. Je rentre en France, je continue à démarcher. Donc le seul point positif, je crois, de la GDC, c'est d'avoir un contact avec un éditeur géorgien, et puis on échange plusieurs mails. Donc ça dure les échanges de mails avec cet éditeur-là, ça dure 1 ou 2 mois où j'espère qu'ils me disent bah oui, on te signe. En fait, au bout de 2 mois, il me dit bah ok, on est partant pour une enveloppe marketing. Ah, bah c'est bien l'enveloppe marketing, sauf que tout repose du coup sur les ventes du jeu. Donc si à la fin de la prod j'ai plus d'argent et que le jeu se vend pas, je suis quand même obligé d'arrêter, quoi. Donc je leur dis non, je continue de chercher. En parallèle, bah je veux quand même que le projet y sorte, même si j'ai pas d'éditeur. Donc je continue à travailler en parallèle. Donc là ça fait déjà un bon paquet de mois que je bosse à peu près non-stop et que je prends plus de vacances ni de week-end. Je suis dans un bon état. Et puis bah au bout d'un moment en fait je commence quand même à flipper un petit peu et à me dire que ça va être que j'ai été un peu ambitieux et que ça va être compliqué, quoi. Que finalement j'aurai pas d'éditeur, que je vais devoir sortir le jeu tout seul, qu'il va se vendre. Enfin clairement je suis un peu dans le doute à ce moment-là. Et en fait, on arrive donc en août, donc ça fait déjà 6-7 mois que je démarche des éditeurs. Je crois que je sais pas, j'en ai démarché 50 ou 60 avec tous ces retours-là. Et il y a la Gamescom qui arrive. Donc la Gamescom, actuellement c'est le plus gros salon international de jeux vidéo. Il n'y a pas mieux et ça couvre pro et public. Et je me dis bah allez, c'est ma dernière chance. Si je trouve pas d'éditeur à la Gamescom, et ben tant pis, je l'éditerai tout seul. Et en fait, j'ai un peu de chance à ce moment-là parce que Business France me contacte. Donc Business France, ils ont des gens qui s'occupent d'accompagner les boîtes à l'étranger sur des salons comme ça. Et je les avais rencontrés à la GDC et du coup là, ils me recontactent en me disant bah ça te dit pas de participer à un concours de pitch à la Gamescom. C'est un concours qui a lieu, qui est organisé entre Français et Allemands, qui a lieu la veille de la Gamescom à Cologne. Et ma première réaction, pour être honnête, c'est non, parce que en fait, j'aime pas parler en public et je suis pas bon pour pitcher, donc non, j'ai pas envie. Et puis après, je réfléchis et je me dis bah c'est quand même con d'avoir bossé tout ça pour dire non pour ce genre de raison. Tant pis, je vais me faire un peu violence et puis je vais y aller. Et à partir du moment où je me dis oui, par contre, je bosse mon pitch à fond. Donc là, c'est des pitchs avec des contraintes, donc on a 8 minutes pour parler, pas plus de X slides. Enfin, c'est vraiment timé et donc je le bosse à fond. Je fais beaucoup de storytelling sur ce que je fais, pourquoi je le fais, sur le jeu aussi, d'où ça vient, et j'essaye de condenser ça dans 8 minutes. Et j'arrive sur scène. Alors j'ai encore un peu, beaucoup de chance. Je considère que c'est de la chance. J'ai un peu de chance parce que je passe en premier, et en premier les gens sont quand même plus attentifs. Donc j'arrive, je fais mon pitch. Et là, j'ai à peine le temps de sortir de scène que, en fait, il y a un gars qui vient me voir, qui me serre la main, qui fait bah salut, j'ai adoré ton pitch, il faut qu'on discute. Et en fait, sur les 3 jours de la Gamescom qui ont suivi, donc j'avais des rendez-vous de prévus, mais j'ai aussi vu plusieurs fois ce gars-là. Et concrètement, bah, une semaine après, on avait signé un contrat d'édition. Et donc là, moi, je suis aux anges. On a signé un contrat avec à peu près tout ce que je veux. Je vois l'avenir hyper radieux. Donc vraiment, ouais, vraiment incroyable comme retour. Et donc c'est le moment de partir sur la vraie prod, quoi, par rapport, parce que maintenant on a signé un contrat, donc il faut sortir un jeu à un moment, quoi.
Donc bah, c'est reparti. Hein. C'est reparti. Comment ça se passe un contrat d'édition en fait, c'est que avec l'éditeur, on définit bah, une enveloppe budgétaire. Alors il y a plusieurs enveloppes budgétaires suivant le marketing, etc. Sur la prod en particulier, on définit des milestones et on découpe l'enveloppe budgétaire par milestone. Donc à chaque milestone, en gros, moi j'ai un contenu à lui livrer, une version à lui livrer avec tout un listing qui doit être intégré dans le jeu. Pour moi, là, c'était tous les mois. Et en fait, tous les mois, si la version que je lui envoie elle est pas validée, bah, je suis pas payé. Quoi. Donc ça met une petite pression en plus, on va dire. C'est à ce moment-là aussi qu'on définit une enveloppe pour aller chercher des freelances pour le son, parce que donc comme j'ai dit, j'étais pas assez qualifié, donc là je suis allé chercher un musicien qui est un ami et une boîte de prod de son argentine que j'ai rencontré à la Gamescom qui était super cool. Et puis j'avance comme ça, donc là on est de septembre en gros 2022 jusque mai 2023 à peu près. Un autre service qui me fournit l'éditeur et qui m'aide quand même beaucoup, c'est du consulting. En gros, toutes les versions que j'envoie, il y a deux agences de consulting qui sont spécialisées dans du game design, dans comment le jeu va être perçu par le public, qui évaluent le jeu et qui me font des retours hyper détaillés sur ce qui va pas. En fait, le jeu vidéo, c'est quand même beaucoup ça, c'est faire des choix. Pareil, sur des recherches de décors, là, il n'y a aucun décor qui sont en jeu. Enfin, j'ai cherché des biomes différents dans tous les sens. En fait, on n'arrête pas de faire des choses et de les tuer derrière, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Donc après, il faut juste être capable de les voir partir et de les laisser s'en aller, parce que des fois, c'est un peu compliqué. Moi, par exemple, les quadroïdes, des différents types, j'étais persuadé que c'était une bonne idée. Et c'est que quand j'ai eu le retour extérieur, parce que c'est ça aussi, c'est qu'à un moment, moi je suis tout seul à faire le jeu, donc j'ai aucun recul en fait sur le jeu. Ça je le savais d'avance, mais je m'en rends de moins en moins compte quand même au fur et à mesure de la prod. Donc par exemple, j'y ai tellement joué au jeu que je suis beaucoup trop fort. Donc en fait c'est un problème parce que je peux plus du tout gérer la difficulté du jeu. Ce qui fait que pour le coup les consultants m'ont aussi insulté parce que je faisais des niveaux trop durs. Mais donc voilà, et pareil, on continue. Donc l'autre service que fournissait l'éditeur, c'était du playtesting, mais cette fois professionnel. C'est-à-dire que là, c'est une société qui s'occupe de faire les playtests. Ils vont cibler en fait un pool de joueurs ils ont tout un listing de joueurs avec qu'est-ce qu'ils aiment comme type de jeu, etc. Donc là, ils vont cibler tel ou tel joueur, et puis ils vont les faire tester pendant, alors là, nous, je crois que c'était une demi-journée. On n'en a pas fait trop des playtests payés parce que ça coûte un peu cher. Mais c'était une demi-journée avec 8 joueurs qui sont observés, en fait, vraiment, il y a un gars derrière eux qui les observe et qui note. Et puis après, ils ont un entretien avec cette personne pour savoir un peu ce qu'il a ressenti, etc. Et en fait, ça, typiquement, c'est ce qui m'a permis de lisser la courbe de difficulté. D'avoir une courbe de difficulté où on est ni trop dur ni trop faible, mais pas trop dans la frustration pour le joueur, parce que le problème c'est que si le joueur il se frustre, si c'est trop, il va arrêter le jeu. L'autre problème sur le fait qu'il arrête le jeu, c'est que actuellement sur Steam, si on joue moins de 2 heures à un jeu, on peut se faire rembourser. Donc on n'a pas envie qu'il se frustre avant 2 heures de jeu. Après c'est ok, il peut y aller. Mais donc voilà, enfin tout ce service de playtest c'était hyper utile pour ça, et vraiment le jeu vidéo, enfin la création d'un jeu vidéo pour moi c'est ça, c'est que de l'itératif, et en étant tout seul peut-être encore plus, j'avais vraiment l'impression de tourner en rond et de toujours refaire la même tâche, et parfois c'est un peu frustrant. Mais en fait quand c'est là aussi où mes expériences passées dans le jeu vidéo m'ont aidé, c'est que à un moment j'avais vraiment l'intime conviction que c'était comme ça que j'allais réussir à faire quelque chose. Il y a trop eu de fois en fait dans le passé où j'ai même pas essayé quelque chose parce que je me suis dit que j'allais rater. Alors que là en fait je savais que j'allais rater le premier jet, mais c'est pas grave parce que je pouvais l'améliorer derrière. Et si j'avais pas eu cette conviction là, j'aurais arrêté très vite en fait de faire du jeu. Et du coup, on arrive vers mai 2023 et puis on commence à se dire qu'on a un jeu qui a un peu de gueule et que ça serait bien de le sortir un jour.
Sauf qu'en fait, quand on arrive à cette étape-là, en fait, concrètement, moi, il se passe ça. C'est-à-dire que on se rend compte à ce moment-là que ah oui, mais attends, là, on n'a pas fait le debug du jeu, donc il faut faire passer des tests qualité et puis il faut voir, il faut éliminer les bugs parce qu'on va pas sortir un jeu avec ça. Donc il y a toute une phase de debug. Après, on se dit bah avant de sortir le jeu, il faudrait faire une démo parce que comme ça, les joueurs ils peuvent tester le jeu et voir si ça leur plaît. Donc il faut faire une démo, c'est du code en plus. Donc bref, c'est un rush sur plein d'aspects de polish et ça prend quand même beaucoup de temps. Et donc on est en mai-juin et là on vise une annonce publique à la Gamescom 2023. Et donc on commence à organiser tout ça. Donc c'est pareil, il y a les pages team qu'il faut organiser. Qu'est-ce qu'on raconte dans la page team? Enfin ça s'arrête plus quoi. Et puis on arrive à la Gamescom et puis en fait je suis comme un gosse parce que il y a des PLV de mon jeu qui font 4 mètres de haut. Enfin c'est-à-dire que l'année d'avant j'arrive avec un demi proto, pas d'éditeur, pas d'argent et puis l'année suivante je suis à la Gamescom. Je suis représenté par une agence de presse qui est donc c'est Cosmocover qui est bien coté chez les indépendants. J'ai un super stand avec et en plus de ça, je crois que je sais pas, j'ai 60 ou 70 rendez-vous presse sur 3 jours. Donc en fait, c'est trop bien. Je peux parler de mon jeu à des gens qui sont intéressés par ça et puis je peux présenter tout mon travail depuis 1 an et demi. Alors c'est un peu fatigant, hein, on va pas se mentir, mais en fait c'est tellement agréable que c'est génial. Et donc on sort de la Gamescom et là on s'était dit quand même pour marquer un peu plus l'annonce, on va faire un trailer animé pour le jeu. Donc ça c'est le trailer animé. Donc voilà, après j'ai coupé, ça reprenait des images du jeu, mais pareil, on a fait un dessin animé sur une idée que j'ai eue quoi. Enfin, pour moi, c'était pas possible. Donc c'est trop bien, on sort le trailer, on sort la démo, la presse est au courant qu'il y a un jeu qui s'appelle Quadroids. Il y a des articles qui commencent à arriver et puis en fait c'est l'attente. Parce qu'on était très très chaud et puis on avait prévu de le sortir en octobre-novembre à peu près de la même année. Et puis là, en fait, on commence à avoir pas mal d'échos que il y a plusieurs jeux indépendants qui sortent, qui sont très qualitatifs, mais qui se cassent la gueule, qui se vendent pas du tout. Ouais, enfin, en gros, que c'est vraiment pas la bonne période pour sortir, quoi. Donc, on se dit, on va repousser. Et c'est long parce que moi, j'étais chaud là pour le sortir. Et en fait, on se dit qu'on va le repousser à fin février 2024. Quoi. Donc, quand même 4 mois en plus. C'est donc à ce moment-là, j'ai plus grand-chose à faire. En plus, je fais un peu de debug, un peu de polish, mais c'est vraiment minime. Mais bon, on arrive quand même en février 2024 et puis là, on est prêt. Et donc on sort quoi. Et pareil, le 22 février 2024, moi encore une fois, je suis trop heureux. Je vois mon jeu qui arrive sur tous les stores. Je lance ma PlayStation, je vois mon jeu et je peux jouer à mon jeu sur ma PlayStation. Enfin, je sais pas si ça parle à d'autres gens, mais en fait, moi, d'imaginer ça quand j'étais gamin, en fait, c'était pas réalisable. Et là, pourtant, ça existe. Et après, je vois des streamers qui commencent à lancer mon jeu et la communauté qui commence à réagir sur leur stream. Enfin, toutes ces petites étapes-là sont vraiment justifient pour moi, ont justifié tout le travail qui a été fait avant. Sauf que derrière ça, c'est encore l'attente, quoi. C'est parce que maintenant, ce qu'on attend, c'est que les chiffres ils décollent. Parce que ça serait bien à un moment d'avoir fait tout ce travail pas pour rien. Sauf que en fait, les chiffres ils décollent pas. Et là, ça commence à être long, quoi. Ça commence à être long parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'investissements de fait.
Alors moi, techniquement, j'ai gagné de l'argent avec la prod parce que l'éditeur a financé. Mais alors j'ai pas précisé, mais il y a un autre éditeur qui est arrivé dans l'aventure en cours de prod, donc il y a 2 éditeurs derrière. Et en fait, eux, tous leurs investissements, ils recoupent pas, donc c'est perdu, quoi. Et donc voilà, donc on arrive à un moment où le budget marketing a été dépensé, les ventes décollent pas, et puis c'est compliqué de faire autre chose. On espère toujours que ça redécolle. Le deuxième truc, c'est que moi, à ce moment-là, je pense le 23 février, donc le lendemain, je suis à peu près dans cet état-là, quoi. Je suis vraiment au bout de ma vie. J'ai plus aucune énergie dans le réservoir. Enfin, je suis incapable de faire quelque chose. Et donc voilà. Alors après, on laisse passer un peu de temps, mais moi, à un moment, j'essaye de relancer une prod perso. En fait, je suis tellement cramé que je suis incapable de bosser. En fait, je suis un peu pendant un mois, je suis un peu dans le mal, mais au final, c'est quand même un temps qui me permet de réfléchir au chemin parcouru. Et c'est aussi un moment où j'apprends en fait, parce que du coup, je me dis pour la prochaine prod, déjà, j'essaierai de pas arriver à cet état-là d'énergie à la fin de la prod, ça serait peut-être pas mal. Et puis je me dis, enfin voilà, je refais un peu le bilan de tout ce que j'ai pu faire pendant toute cette prod et comment je peux l'améliorer pour la suivante. Donc finalement, c'est un temps un peu mort, mais c'est aussi un temps qui me permet de comprendre et d'apprendre là où j'avais pas eu le temps de le faire au cours de la prod. Et donc voilà, c'est à peu près là où j'en suis. Donc la suite là, aujourd'hui, moi, ça fait 4 mois que je fais une presta pour un autre studio de jeux vidéo. C'est l'avantage en fait de faire des salons et de rencontrer d'autres gens, c'est que on a des contacts et après quand ils ont des besoins, on peut y répondre. Moi, ça m'a permis là pendant 4 mois de vraiment me relancer dans du travail productif et pas juste me lever et rien faire de mes journées. En plus de ça, l'avantage c'est que ça me fait de la trésor. Donc ça me permet d'accumuler un peu de trésor pour la suite, pour pouvoir relancer des projets perso. Et puis du coup là aujourd'hui j'ai 3 protos qui sont en cours pour j'espère 3 prochains jeux que j'aimerais bien faire en parallèle, mais c'est peut-être un peu comme ça que je retournerai à l'état d'énergie que j'étais avant, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, voilà, merci beaucoup. Je sais pas s'il y a des questions, si on a le temps pour des questions. J'ai l'impression d'avoir parlé longtemps. Sinon, on peut juste boire des bières. Impossible. On va boire des bières, on posera des questions. C'est possible aussi. Tu as une idée de pourquoi il y a eu des analyses marketing pour savoir pourquoi la période ou... Je veux dire, Enfin, faut investir de l'argent pour savoir pourquoi. Non, mais savoir si à un moment donné il y a quand même un petit feedback, que le jeu a été bien accueilli quand même. Alors au point de vue critique, c'est plutôt bien accueilli. Sur les tests qui ont pu paraître et sur les reviews de joueurs, en gros ça doit être en moyenne à 7-8 sur 10. Donc c'est plutôt très correct. Après, des explications, il y en a plein. Moi, je pense que, la première pour moi, c'est que le marché est saturé, qu'on est sur un marché qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'offres et du coup, en fait, ça marche pas à un moment, parce que les joueurs, ils ont un temps de jeu qui est limité. A priori, le temps est pas extensible pour l'instant, et donc déjà, ça aide pas. Du coup, la visibilité, c'est compliqué quand t'as autant de concurrence. Donc après, il y a des dépenses marketing qui ont été faites, je pense, qui n'étaient pas les plus opportunes. Par exemple, le trailer animé, j'adore, tu vois, mais en fait, ça sert à rien pour les ventes, surtout sur ce type de jeu. Donc clairement, c'est un truc qui a coûté pas mal de fric, et en fait, c'est pas ça qui a ramené de la vente, tu vois. Donc je pense que ça aurait été mieux de le dépenser autrement, mais après sur le coup, moi j'ai dit oui au trailer. En fait, c'est facile à dire après coup, quoi. Mais après, ouais, en fait c'est un peu tout ça. Mais en soi, c'est pour ça que je suis pas. En fait, je suis fier de mon jeu quand même, si tu veux. Parce que pour moi, le jeu, il a ses qualités, il s'est reconnu.
Là, j'ai eu un prix sur un festival cet été. C'est voilà, il existe et il est correct. Maintenant, bah, le jeu vidéo, moi, très honnêtement, là, sur les prochaines productions, j'espère pas faire de l'argent avec, en fait. J'espère pouvoir me financer, faire mes prods, mais pas tirer des bénéfices sur les ventes du jeu. C'est trop compliqué, tout le monde se casse la gueule. Là, si vous suivez un peu l'actualité jeux vidéo, les studios ferment, licencient, les éditeurs licencient. Enfin, c'est le Far West, quoi. Rentabilité par rapport à la période, c'est-à-dire que ça peut être rentable dans un certain temps ou ça peut s'améliorer encore par la suite? Bah, en fait, t'es jamais à l'abri que t'as un youtubeur qui tombe dessus et qui y joue, tu vois, ou qu'il y ait le Covid qui arrive et que des gens y jouent. Among Us, ils ont bien aimé le Covid. Mais en fait, ça, tu peux pas tabler dessus. Donc ça sert à rien en fait de se poser la question parce que bah, il faut faire autre chose en fait. Il y avait une question là-bas, je crois. Donc en challenge technique, pas tellement en fait, parce que le jeu est finalement assez simple en fait. Il y a 4 boutons et c'est de la 2D. Enfin, tu vois, même sur Switch, je sais que la société qui a fait le portage a pas eu trop de complications par rapport à la technique parce que bah, ça tourne facilement en fait. Le truc le plus chiant et que il faudrait que je gère différemment, c'est la gestion des boutons et le remapping, parce que c'est un bordel dans Unity quand tu vas voir là-dedans. Mais bon, c'est du détail, tu vois. Après, non, sur les vraies grosses difficultés, ça a plus été finalement graphiquement parce que c'était bah, de l'apprentissage en continu, donc ça a plus été ça. Et après, c'était plus sur du design. En fait, moi, j'avais très très peur que le joueur s'ennuie. Du coup, j'avais tendance à rajouter beaucoup de mécaniques de jeu tout le temps. Et donc, on m'a clairement fait comprendre qu'à un moment, il fallait laisser le temps aux joueurs d'apprendre, en fait. Parce que sinon, s'il avait jamais le temps d'apprendre, il avait jamais le temps non plus de s'amuser avec les mécaniques. Pas d'autres questions? Bière? Merci.